Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 58 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Élise Busser qui vient nous parler de l'analyse des pratiques professionnelles. Je viens d'avoir un petit rappel de l'univers, de la vie, de qui vous voudrez, mais en tout cas qui me disait d'être concentré sur ce que je fais parce que je viens de terminer une intro bien longue et j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer, donc je recommence. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes concentrés sur ce que vous faites. Donc avant de vous parler d'Élise, comme vous le savez, j'organise un concours tous les 8 podcasts. Donc pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire car chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi, pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Et donc tous les 8 épisodes, je fais un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne 1 heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 7 personnes ont gagné 1 heure de coaching. Et donc je dis 7 car j'ai tiré au sort Bérangère qui viendra témoigner dans l'épisode 64 après notre session toutes les deux. Donc, si vous aussi, vous souhaitez que je vous accompagne pour vous aider à y voir plus clair dans votre carrière, contactez-moi dès maintenant sur contact@bluemidlife.fr. Et donc maintenant, parlons de mon invitée du jour, Élise Busser. Donc, j'ai connu Élise au Salon du Bien-être de Nancy en octobre 2023. Élise vient nous parler d'un sujet important dans le monde du travail, l'accompagnement des professionnels à travers l'analyse des pratiques professionnelles, APP. Un terme souvent évoqué, mais pas toujours bien compris. Donc, pour éclairer tout cela, Élise va nous parler de l'intérêt de cette démarche, des publics qui peuvent être concernés et des bénéfices que cet accompagnement peut apporter, surtout face à la montée des souffrances au travail et des situations de burn-out. Donc, si vous vous demandez comment se déroulent les séances ou encore comment motiver une équipe à participer activement à une telle réflexion collective, rassurez-vous, nous répondrons à toutes ces questions et bien plus encore. Donc, je ne continue pas plus longtemps mon intro, car je préfère laisser la parole à Élise et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Élise. Bonjour Catherine. Merci pour ta présence sur ce podcast pour nous parler d'un sujet bien particulier, puisque c'est un épisode spécial pour aider les salariés en milieu professionnel à aller mieux ou à mieux avancer par rapport à leur projet. Donc, on va parler plus spécifiquement d'un sujet et donc je fais un petit peu je laisse le suspense. Et donc, avant de parler de ce sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton parcours, s'il te plaît? Oui, alors d'abord, merci pour ton invitation. Ça me fait plaisir de partager ce qui a du sens pour moi. J'ai un parcours professionnel varié. J'ai eu un poste à l'Éducation nationale, j'ai travaillé en industrie, j'ai eu un poste aussi en tant que fonctionnaire territorial. Et le point commun un petit peu de tout ce parcours, c'est pour moi l'intérêt d'améliorer les relations. Améliorer les relations de travail, mais pas que, de manière à pouvoir réaliser des choses avec les partenaires, les équipes, les gens avec qui je travaillais à l'époque, et puis avec qui je travaille maintenant aussi. Voilà. Donc ça, c'est devenu consciemment le point commun de toutes mes expériences professionnelles. Et c'est donc cette mise en lumière qui m'a permis d'orienter en fait mes choix professionnels à partir du moment où j'ai pris conscience de ça. Voilà, donc on en vient à mon activité actuelle. Actuellement, c'est de ça dont on va parler. J'anime en fait des groupes d'analyse de pratiques professionnelles
en particulier dans les milieux médico-sociaux, hein, dans les structures médico-sociales ou éducatives. Hein, donc, les LAP, c'est les lieux d'accueil parents-enfants, crèche, une association qui s'occupe, qui accueille des grands handicapés. J'ai une demande là aussi pour un cabinet d'orthophonie, pour des orthophonistes libérales qui ont envie de coordonner leur façon de travailler et leur accompagnement pour leurs patients. Voilà. C'est un peu sur ce domaine-là que je propose des prestations. Et là, vu qu'on vient de parler du sujet, est-ce que tu pourrais définir un petit peu plus en détail ce qu'est l'analyse des pratiques professionnelles? Alors, l'analyse des pratiques professionnelles s'intéresse en fait au quotidien des personnels dans leur milieu de travail. Et surtout la manière dont ils fonctionnent ensemble au service de leurs usagers. Est-ce qu'il y a une bonne cohésion d'équipe? Est-ce qu'ils arrivent à se coordonner de manière à ce que leur pratique soit fluide au service des usagers? Ça, c'est une première partie. Une seconde partie, c'est évidemment la relation avec les usagers, voire les familles des usagers, peut parfois poser question. Soit pour comprendre ce qui se passe dans les situations, soit pour trouver de meilleurs moyens d'accompagner les usagers, de meilleurs moyens pour les comprendre, les soutenir, voilà, ou appliquer les traitements qui sont prescrits, hein, parce qu'ils sont souvent dans des milieux où l'aspect médical est important aussi, hein, puisque les usagers dans ces milieux-là sont des personnes vulnérables, que ce soit des enfants donc, qui n'ont pas toutes leurs capacités comme un adulte, ou des adultes qui sont handicapés, qui ont des difficultés, même sans handicap vraiment, mais des difficultés soit motrices, soit psychologiques, cognitives, etc. Donc, parfois, c'est difficile de vraiment saisir ce dont la personne a besoin. Enfin, la communication avec ces personnes-là peut poser question, au minimum, voire poser problème parfois. Donc, les groupes d'analyse de pratique, l'analyse des pratiques professionnelles permet aux équipes, ça s'adresse aux équipes en fait, hein, permet aux équipes de professionnels qui travaillent ensemble. Donc, c'est des équipes déjà constituées, des gens qui se connaissent, d'améliorer leur manière de communiquer entre eux, entre professionnels, de communiquer avec leurs usagers, avec les familles des usagers, mais aussi avec leur hiérarchie. Puisque dans la hiérarchie, l'idée, c'est que la hiérarchie puisse aussi soutenir le travail à effectuer, les tâches à effectuer, la cohésion de l'équipe et la communication, puisque c'est surtout ce sujet-là qu'on va aborder en analyse de pratique, en fait. Dans l'analyse de pratique, c'est surtout les modes de communication qu'on va interroger. Parce que la partie technique, ce sont des professionnels, ces personnes qui sont là dans un groupe d'analyse de pratique, ce sont des gens compétents par nature. Hein. Donc, ils savent ce qu'ils ont à faire dans leurs tâches au quotidien sur leur lieu de travail. L'analyse de pratique sert surtout à questionner la manière dont ils se coordonnent et la manière dont ils communiquent pour effectuer ces tâches en bonne intelligence entre eux. Voilà. Oui. En fait, par rapport à leurs compétences, si j'entends bien, c'est un peu les aider à passer d'un ensemble d'individus qui travaillent ensemble à une vraie équipe. Oui, c'est ça.
vraiment à un travail coordonné. Hein. J'aime bien pour obtenir de la fluidité, du soutien mutuel, de la compréhension mutuelle. Voilà, hein, c'est un petit peu ça. C'est pour améliorer leurs conditions de travail hein, aussi, en fait. Hein, voilà. Et puis, pour les aider à comprendre ce qui se passe pour eux, en eux, quand ils sont confrontés à une difficulté. Donc, il y a une dimension aussi de questionnement, de travail sur soi, de questionnement intérieur. Hein. Voilà, parce que quand on est confronté à la difficulté de communiquer avec son collègue, ça vient nous chercher aussi au niveau émotionnel sur des zones qui peuvent être sensibles, voire fragiles, ou avec un déficit de conscience de certaines choses. Hein. Le travail sur soi, c'est pas un domaine qui est souvent présent dans les formations initiales. Et donc, c'est quand on se trouve en situation réelle qu'on découvre que telle ou telle situation, ça vient frotter quelque chose en soi et que donc c'est important de s'en occuper hein, pour pas rester dans l'inconfort ou dans la difficulté. Alors, à titre individuel et dans le partage en équipe. Voilà. D'accord. Et en fait, par rapport à ces équipes, à quel moment, en fait, il y a cette petite étincelle? Dans quel contexte ou par rapport à quel problème reçois-tu des demandes? Comment ça se passe, en fait? Alors, jusqu'à présent, la plupart du temps, c'est les équipes qui sont demandeuses. Soit un ou plusieurs individus ou une équipe entière qui dit non mais là pour décortiquer ça on a besoin d'un soutien extérieur, d'un pilier extérieur, de quelqu'un qui soit en dehors de notre quotidien et d'un temps d'accompagnement dédié à cette question-là, en dehors de notre poste de travail où on est pris dans les choses à faire au fur et à mesure. Voilà. Et donc, c'est ça l'intérêt, en fait. Donc, ça, c'est la meilleure motivation, en fait. Quand on vient me chercher avec cette motivation-là, je sais que l'équipe est demandeuse, qu'il y a des sujets qui sont déjà identifiés comme étant en besoin de clarification minimum. Et donc, je vais avoir une équipe qui est engagée et participative. Donc ça, pour moi, c'est l'idéal. Hein, et puis, voilà. Et en fait, il y a aussi des demandes qui émanent de la hiérarchie. Alors, soit le responsable immédiat, soit la direction qui dit pour tel métier, c'est logique d'installer de l'analyse de pratique pour les équipes. Bon, là, ça pose question, est-ce que tous les membres d'une équipe vont-ils être investis, volontaires pour venir participer à un groupe d'analyse de pratique? Ça, c'est pas toujours gagné. Mais après, ça peut s'organiser. On peut organiser des modalités qui permettent à ces personnes-là de s'intégrer en fait dans le mouvement de l'analyse de pratique avec les autres. D'accord. Voilà. Grosso modo, c'est les deux manières les deux motivations en fait quand on fait appel à moi. Okay. Donc j'ai entendu en fait au niveau des prérequis par rapport à tes interventions, c'était que ce soit une équipe homogène et que les gens soient tous motivés. Dans l'idéal. Voilà, dans l'idéal. Est-ce que tu as d'autres points qui sont importants en amont de tes accompagnements? Alors justement, en fait, quand
j'ai une demande de la part d'une direction, de quelqu'un qui est en situation de décider de contracter avec moi, hein, de signer un contrat, de valider mon devis, en fait. Moi, je partage à ce moment-là une fiche qui détaille les modalités de fonctionnement de l'analyse de pratique pour une équipe. Et donc, je détaille à ce moment-là les conditions de réussite, ce que j'appelle les conditions de réussite. Hein. Alors, dans l'idéal, c'est une équipe de gens qui se connaissent, de professionnels qui se connaissent, qui ont déjà l'habitude de travailler ensemble, donc qui ont des sujets communs. Dans l'idéal, c'est des fonctions identiques. Alors, quand je dis fonction identique, je ne parle pas du titre, du diplôme. On peut avoir des tâches identiques sans avoir pour autant le même titre, hein, le même libellé sur la fiche de paye, on va dire ça comme ça. Mais en fait, on travaille ensemble et on effectue les tâches ensemble, on les a en responsabilité ensemble. Voilà. Le nombre de personnes d'un groupe, idéalement, se situe entre 4 et 8. Grand maximum 8. Hein. En dessous de 4, c'est moins vivant. Et en tout cas, j'ajuste la durée de la réunion d'analyse de pratique. À ce moment-là, s'il y a moins de personnes, on va réduire le temps. En fait, l'idée, c'est d'offrir un temps de partage, un temps d'expression à chaque participant. Donc, pour 8 personnes, 2 heures d'analyse de pratique, ça fait déjà pas mal. Et 8 personnes, c'est vraiment un grand maximum. Ça pourrait même aller jusqu'à 3 heures. Hein. À 8 personnes, parfois, il y a tellement à partager. Voilà. Bon, mais 3 heures d'analyse de pratique, c'est long. Voilà. Donc, 2 heures, c'est déjà bien. Surtout, en fait, ça permet de poser beaucoup de choses et quand on n'a pas l'habitude, ça peut être très sollicitant aussi. Oui, absolument. Les premières réunions avec des participants qui n'ont jamais eu l'occasion d'entrer dans cette dynamique, d'entrer dans cette démarche, c'est très prenant. Hein. Là, j'ai un groupe en particulier qui n'en avait jamais fait là récemment. À la fin, certaines personnes m'ont partagé qu'elles étaient bousculées, enfin voilà, qu'elles étaient émotionnellement très sollicitées et qu'elles allaient prendre du temps pour digérer et redescendre un peu en intensité. Voilà. Mais je pense que c'est voilà. Des ateliers transformateurs en fait. Oui. Ben, c'est parce que c'est aussi une occasion de se poser des questions que on n'a pas toujours le temps de se poser quand on est dans le feu de l'action. Il faut être réaliste en fait. Hein. Et donc, mais c'est aussi à ça que ça sert. Voilà. Donc, c'est à la fois l'intérêt, mais aussi le challenge un peu. Hein. Et par rapport au schéma que tu utilises pour accompagner ces équipes, je ne sais pas si tu l'as dit, mais du coup, je n'ai pas entendu. Il y a combien de séances ? Alors ça, c'est en général avec la direction que je négocie ça. D'accord. Parce que quand la direction me sollicite, normalement, le responsable hiérarchique connaît le travail, et les équipes, enfin voilà, le travail est connu, les difficultés sont connues. Donc, c'est là où s'installe un dialogue avec moi pour dire, bon, souvent, les responsables d'équipe me disent, non, mais là, dans ce groupe en particulier, il y a plus de souffrance parce que les situations des usagers sont difficiles, ça pose plus de questions, ils ont besoin de soutien, etc. Donc, on évalue ça, en fait. Hein. Donc, moi, ça peut faire l'objet de plusieurs échanges, hein, d'un temps d'évaluation et de re-questionnement. Par exemple, pour un devis, j'ai été sollicitée au printemps et on a fait la première séance que la semaine dernière.
Parce que oui, il y avait l'idée que c'était un besoin et qu'on allait mettre ça en place. En même temps, la responsable du service a changé, donc c'est la directrice qui m'a reçue en premier en disant oui, on a besoin, donc ce serait bien que vous me fassiez un devis. Donc j'ai fait le devis. Ça, c'était au mois de septembre. Et puis après, bon ben, on peut pas le mettre en place tout de suite. On a d'autres actions, par exemple de formation à mener. Évidemment, il faut trouver du temps, en fait, où on peut réunir les membres d'une équipe. Bon ben, si on réunit les membres d'une équipe sur un temps de travail, puisqu'on va pas faire ça en dehors de leur temps de travail, ça suppose qu'une équipe prenne le relais auprès des usagers. Donc tout ça, ça s'organise dans le planning de la structure. Hein. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain, jamais. Hein. Mais aussi, ça donne le temps d'évaluer les besoins et d'évaluer les modalités à proposer au groupe. Et là, c'est variable. Il y a il y a des responsables qui vont dire moi, j'ai un budget pour temps, donc on va faire 3 séances dans l'année. Voilà. Et puis d'autres qui vont dire non, ils ont vraiment besoin, si ça pouvait être des dates mensuelles, ça serait bien. Au moins pendant 6 mois, puis après on évalue s'ils ont encore besoin ou pas. Voilà. Mais il y a une conscience à ce moment-là que ce groupe-là est plus en souffrance et nécessite un suivi plus régulier. Et à ces gens-là, on va leur demander en fait d'entrer dans une démarche pour acquérir des automatismes, pour prendre des habitudes de mise en conscience, de mise en relation, des habitudes de communication meilleures, etc. Et donc là, il y a une conscience de si c'est suffisamment récurrent, enfin, si la fréquence est assez importante, il va y avoir de meilleurs effets. Voilà. Et donc, c'est quand même variable. Hein, voilà. Mais ça se. Adaptable de oui. profil par rapport à tes différents publics, en fait. En fait, c'est indispensable pour répondre aux besoins. Voilà, pour répondre aux besoins, c'est indispensable d'ajuster, en fait. Hein? Oui. Et quand c'est dans la durée, ça te permet non seulement de planter des graines, mais en plus de les arroser et de les voir pousser au fur et à mesure. C'est ça. Ce qui est plus compliqué quand on me dit, on va faire 3 séances par an. C'est déjà très bien. Sauf que parfois, ce qui a été semé à une première séance, il faut un petit peu aller creuser pour le retrouver à la deuxième. Oui. Voilà. Et donc, par rapport à ces séances, en fait, ce que tu partageais tout à l'heure, c'est que parfois, l'équipe n'est pas totalement participative, ou tu peux avoir des éléments qui participent moins. Comment tu fais, en fait, par rapport à de mettre dans la même dynamique, en fait? Oui. Alors, c'est là où pour moi, il est très important d'abord de partager ces modalités par écrit auparavant, que les gens aient le temps d'en prendre connaissance. Et puis, au moment de la première rencontre, première réunion avec le groupe, je vais insister sur les conditions de fonctionnement du groupe. C'est à la fois des conditions de fonctionnement, mais des conditions de réussite, hein, ce dont je parlais tout à l'heure déjà. Donc, déjà, on est là tous ensemble dans un objectif commun qui est d'améliorer leurs conditions de vie au travail, leurs conditions de travail, leur modalité de travail au quotidien, leur communication entre eux. Donc ça, je le partage dès le départ. Et l'idée pour moi, c'est de leur faire sentir que je ne suis pas là ni pour juger, ni pour pointer certaines choses, mais plutôt pour entendre là où ils en sont, pour décrypter avec eux ce dont ils ont besoin, pour clarifier en fait certaines situations qui sont floues pour eux ou
où certains ont vu des choses et pas d'autres, certains ont commencé à agir d'une certaine manière, mais c'est pas compris par d'autres, et pour mettre en fait de la cohérence, de la fluidité, de la cohésion, et surtout le but de ce début de séance, c'est d'installer de la confiance, de leur donner un sentiment de sécurité suffisant pour qu'ils puissent être à l'aise pour partager leur expérience, leur situation, voir leurs difficultés. C'est pas évident. Même si on est collègues, on n'a pas forcément envie de partager ce qu'on ressent ou les difficultés qu'on vit, même au travail seulement. Voilà. Et puis, il y a une dimension qui est très importante d'ailleurs, qui m'a été demandé de mettre en lumière de manière très explicite par une des responsables récemment, c'est la confidentialité. Et ça installe de la confiance et de la sécurité pour pouvoir parler, hein, pour dire, pour témoigner ou pour partager ses expériences. Donc, la confidentialité, c'est toutes les personnes qui sont là réunies dans la salle, moi y compris, s'engagent en participant à ne pas rapporter à l'extérieur ce qui s'est dit à l'intérieur. À ne pas nommer de manière à identifier certaines personnes de certaines manières. Voilà. Que ce soit des collègues entre eux, hein, la confidentialité sur ce qui s'est dit qui les concerne, eux, les participants, qui concerne leurs usagers, ou qui concerne aussi leur rapport avec leur hiérarchie. Après tout, ça fait aussi partie des choses qui peuvent être questionnées. Voilà. Et donc, j'insiste sur cette confidentialité nécessaire, et ça instaure un climat de confiance. Et souvent, je leur demande, est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Est-ce que vous voulez dire autre chose ou partager autre chose qui pourrait nourrir cette sécurité et cette confiance que ce qui va être partagé ici va rester ici. Voilà. Donc ça, c'est une manière d'installer un climat qui est propice en fait aux échanges dans la suite de la séance. En fait, tu as mis un cadre, on va dire, par document en amont. Au niveau de l'introduction, tu crées ce cercle de confiance. Oui. Et après, en fait, les séances peuvent avoir lieu oui. et être posées, en fait. C'est-à-dire que ça facilite, en fait, ça libère, ça permet à chacun de se libérer en sachant qu'il sera entendu pour ce qu'il vit, que ce soit agréable, désagréable, plus ou moins adapté, plus ou moins, même plus ou moins professionnel après tout, hein, voilà. Mais c'est ce qui permet en fait aussi, ce qui fait un effet de cohésion d'équipe meilleur. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Oui, parce qu'en fait, ce qu'ils expérimentent avec toi, ensuite, ils peuvent l'expérimenter au quotidien. Voilà. Entre eux, dans leur situation de travail, mais aussi avec d'autres collègues éventuellement, hein, puisqu'ils auront quelque part appris à fonctionner d'une manière qui leur donne du bon à vivre. Voilà. Tu leur as donné les clés. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas seulement que je donne. Oui, voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt en révélation entre eux, hein, parce que bon, c'est sûr que je peux apporter mon expérience. Je le fais volontiers d'ailleurs. Je leur dis, hein. Mais je leur dis en fait qu'ils ont fonctionné jusqu'à présent, ils ont déjà des ressources et ils peuvent les partager. Et c'est aussi le but de l'analyse de pratique, c'est partager des pratiques professionnelles des uns et des autres et se nourrir entre eux
de leurs expériences, de leur conscience de certaines choses. Voilà, c'est ça l'idée. Moi, je suis une facilitatrice, en fait. Voilà. Oui. Et là, en fait, au fur et à mesure du temps, quel est le retour des équipes que tu as accompagnées? Est-ce que tu as un suivi au cours des années? Comment ça se passe? Oui. Alors, l'équipe que j'accompagne depuis le plus longtemps, ça fait plus de 4 ans. Et donc, alors au début, évidemment, il y a toujours un temps où on fait connaissance et on aborde certaines situations qui donnent l'occasion en fait de détailler certaines conditions générales, voilà. Mais plus on avance en fait dans le suivi, dans la régularité, en fait, j'ai envie de dire. Et plus on peut se référer à ce qu'on a déjà rencontré précédemment, et il y a le suivi de telle situation, on peut revenir dessus, préciser des choses, clarifier avec des informations nouvelles. Donc ça, c'est super précieux, en fait, c'est très apprécié, hein, d'avoir quelque part un accompagnement sur la durée pour pouvoir affiner, ajuster, améliorer en fait leur accompagnement vis-à-vis de leurs usagers. Voilà. Et puis, en général, dans mon devis, je propose un bilan d'une session. Alors, une session, ça peut être 6 mois, ça dépend de ce qui a été conclu au devis au départ. Mais une session, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Donc, je fais un bilan de session par exemple, en disant combien de séances il y a eu avec l'équipe, qui était présent pour chaque séance, combien de situations on a travaillé ensemble, si je vois des améliorations déjà avérées, je peux les mentionner à ce moment-là. Si je vois des besoins pour les membres de l'équipe, je les détaille en fait. Hein, ça peut être des besoins en formation, des besoins en matériel, ou ça peut être n'importe quel type de besoin en fait. Hein, puisque ça ressort en analyse de pratique et que moi je suis là en soutien en fait de cette équipe, je vais faire un retour d'information, un retour d'expérience et d'information à la hiérarchie, au commanditaire en fait. Hein. Voilà. Et souvent, les équipes, puisque c'est par exemple avec cette équipe-là que je suis depuis 4 ans, le fait que j'ai comme ça donné des bilans détaillés, elles en voient les conséquences sur l'année suivante, le budget suivant, les décisions qui ont été prises pour leur modalité de travail, en fait, pour leurs conditions de travail aussi. Hein. Et donc, souvent, on me dit « Ah bah tiens, on a eu ça, il y a ça qui s'est amélioré, etc. » Voilà. Ça, pour moi, c'est aussi une forme de reconnaissance parce que c'est aussi, moi, je suis au service de cette équipe et s'il y a, par mon intermédiaire, l'intermédiaire du bilan que je produis, des effets positifs sur leurs conditions de travail, ben, ça facilite d'autant mieux la suite du suivi pour cette équipe-là, en fait. Oui, voilà. Hein? Oui. Au point qu'une chef de service quand j'ai envoyé mon dernier bilan, m'a répondu par mail, c'est la première fois que ça arrivait comme ça, en me disant « Merci pour votre bilan, ça m'aide beaucoup pour accompagner l'équipe. » Ça, pour moi, c'est super gratifiant, en fait. Voilà. C'est facilitatrice pour l'équipe, mais aussi pour le manager. Et ben voilà. Donc, en fait, c'est ça qui me motive le plus, en fait. C'est que mon action, en fait, que mon activité produise des effets en boucle, des effets systémiques, comme je dis. Hein, puisque à un endroit, on va mettre du bon, du beau, du
confortable, etc. Et puis ça va infuser un peu plus loin, et puis ça va revenir, et en fait, on va faire grandir du bien-être au travail, par exemple. C'est pas mal quand même. Pas mal, ouais, pas mal. Voilà. On en rêve, ben on le fait. Non, c'est super. Et là, en fait, ce que j'entends, c'est que tu as une activité récurrente avec certaines équipes. Oui. Comment est-ce que tu sensibilises autour de ce sujet pour en fait susciter l'intérêt d'autres professionnels pour des séances d'accompagnement? Alors en fait, jusqu'à présent, je dois dire que je n'ai pas rêvé de cette activité, mais qu'elle est venue à moi. Et donc, jusqu'à présent, à part le fait que cette activité figure sur mon site internet, de manière détaillée, hein, où j'explique vraiment ce que je propose en détail, mais je n'ai jamais fait une vraie promotion active, directe. Et en fait, les sollicitations me viennent parce que les gens trouvent mon site internet, ou parce que les gens ont entendu parler de moi à telle ou telle occasion. Et en fait, là, le plus de sollicitations, enfin, un exemple précis, dans une structure, j'ai proposé, je suis intervenue à la demande d'un centre de formation qui m'a mandaté pour aller assurer 2 journées de formation sur plusieurs années, de manière récurrente, dans une structure. Et donc, différentes personnes qui ont vécu cette formation avec moi, qui ont bénéficié, entre guillemets, c'est comme ça qu'elle est. Oh non, mais vraiment, ce que vous nous avez apporté, c'était bien. Alors, on en a parlé à notre direction, parce que je les retrouve maintenant, en fait. On analyse de pratique ces personnes. Et donc, là, la direction m'a dit carrément, non, mais on a entendu parler de vous, on nous a dit qu'il fallait qu'on vous sollicite parce qu'on a besoin de quelqu'un, et que les personnes qui vous ont rencontré durant leur formation ont trouvé que ce que vous apportiez, c'était super. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un devis pour de l'analyse de pratique? Bon, ça, c'est l'idéal, en fait. C'est comme si j'avais déjà un bon point d'entrée. Oui, donc en fait, tu n'as pas besoin de prospecter ou de sensibiliser, ça diffuse à toi par tes actions précédentes. Alors, peut-être que j'aurais besoin quand même, hein, mais donc jusqu'à présent, je ne l'ai pas trop fait, voilà. D'accord. Et tu sais que moi, au niveau de mon podcast, je sensibilise beaucoup autour de la prévention, de la souffrance au travail, du burn-out. Oui. Et donc, en fait, si tu devais résumer les apports de ton accompagnement autour de ce problème, qu'est-ce que tu partagerais? Alors, ça, que ce soit en formation ou en analyse de pratique, j'ai toujours un petit mot pour parler de ce thème du burn-out, en tout cas de la souffrance au travail, qui peut aller jusqu'au burn-out pour les salariés, pas que les salariés d'ailleurs, hein. Parce que en fait, les métiers de la relation d'aide, puisque on est dans ce cadre-là en fait, les métiers de la relation d'aide sollicitent beaucoup l'énergie personnelle de l'accompagnant, de l'infirmière, de l'aide-soignante, les personnes qui travaillent dans la relation d'aide, en fait, sont très sollicitées par la nature même de leur métier, en fait. Hein, parce que ces professionnels sont en relation avec des gens qui sont en difficulté, en questionnement, enfin, peu importe, en fait, mais sont en souffrance, entre guillemets, plus ou moins consciente ou plus ou moins avérée, mais en tout cas, cette relation d'aide, elle est bien là pour... Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est on est en soutien de quelqu'un qui a besoin d'aide. Et donc, ça mobilise beaucoup d'énergie de la part du professionnel. Et si le professionnel n'a pas conscience ou n'a pas appris à doser, en fait, son investissement dans son travail, parce que certaines personnes sont comme ça...
presque dans la dynamique du sauveur, hein, avec cette idée d'être surinvesti en fait dans la relation, dans leur travail, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose, hein. Mais donc, alors que ce soit surinvesti ou pas d'ailleurs, c'est quand même très sollicitant. Et donc, on peut au bout d'un certain temps, ou dans des circonstances vraiment particulières, très chargées, on peut dépenser de l'énergie qu'on finit par ne plus avoir en réserve, hein, où on n'a plus la ressource pour se recharger, hein, pour continuer à travailler, où les conditions de travail se détériorent. Dans certaines, voilà, on a vécu des choses ces dernières années. Il y a vraiment des conditions de travail qui ont été très, très, très difficiles pour certains professionnels, pas pour tous. Pour certains professionnels dans certaines équipes de manière globale, mais aussi pour certains professionnels qui ne s'attendaient pas à être pris dans des circonstances qui les ont dépassés. Voilà. Et donc, le risque de burn-out est vraiment très important pour ces métiers-là. Et moi, quand je parle de burn-out, et encore récemment, on me dit burn-out, c'est un syndrome anxio-dépressif, mais ça n'est pas que ça. Ça prend sur le fonctionnement même du corps et du cerveau. C'est les capacités cognitives qui partent en voilà, sont partis. On perd le sommeil, on perd l'appétit, on perd le goût de vivre même. Alors clairement, c'est des éléments de dépression, mais c'est aussi alors, ça, c'est la conséquence. L'aspect dépressif, c'est la conséquence, c'est pas la cause. La cause, c'est on a cramé ses réserves. Quand on parle de burn-out, c'est un mot anglais, on a brûlé ses cartouches. Hein, ses réserves, ses armes, ses compétences, ses capacités cognitives, ça n'est plus disponible. Donc, on veut faire les choses, mais on n'y arrive plus. C'est ça. C'est la différence avec la dépression, hein. Parce que la dépression, il n'y a plus d'envie, alors que le burn-out, il y a toujours des envies, mais on peut plus. C'est ça. Et en fait, la dépression, quand elle arrive sur ce genre de situation, c'est une conséquence. Voilà. C'est parce qu'en fait, on se sent tellement mal de ne plus pouvoir faire ce qu'on veut faire, qu'on en vient à douter de soi, et que la vie n'a plus de sens. Voilà. Donc, c'est une conséquence. Et la cause, elle est d'abord physiologique. C'est d'abord un équilibre de je n'ai plus les moyens de faire ce que je veux faire, ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Voilà. Et donc, et ça, c'est parce qu'on est allé trop loin dans l'investissement de ses forces, quoi, hein, tout simplement, hein, ou qu'on n'a pas vu venir le débordement. Voilà. Et ça, c'est tant qu'on n'a pas été confronté à des situations où on se sent à la limite, on ne sait pas où sont nos limites. Jusque-là, j'ai encore les moyens de gérer ce qui se passe. Et puis, si je vais un peu plus, je n'ai plus les moyens. Ah oui, mais c'est quand je n'ai plus les moyens que je m'en rends compte. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, je sensibilise les équipes. Voilà, que ce soit en formation ou même en séance individuelle, hein, puisque j'ai aussi une activité en individuel. Je sensibilise les gens à cette dimension-là pour que, en fait, je fais de la prévention, si on veut. J'informe, je donne des signes, je partage en fait des signaux d'alerte. Voilà. C'est super important, en fait, la prévention. Voilà. Oui. Après, on peut se remettre du burn-out, mais c'est long, c'est douloureux, il peut y avoir parfois des séquelles. Et la prévention, c'est vraiment hyper important. Oui, et puis surtout, par expérience, hein, parce que j'ai vécu aussi un burn-out, c'est tous les médecins ne sont pas... alors, bien sûr, ils savent ce que c'est qu'un burn-out théoriquement. Voilà. Ouais.
Mais ils n'ont pas tous la présence d'esprit de faire des analyses assez poussées pour mettre en évidence certaines carences ou certains déséquilibres, etc. Donc ça manque. Et parfois, il y a des gens en burn-out qui traînent des mois, voire des années, avec des anxiolytiques ou des antidépresseurs, ou les deux, alors qu'on aurait pu les équilibrer beaucoup plus rapidement si les bonnes analyses avaient été faites très tôt. Voilà. C'est dommage, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de s'enfoncer dans la souffrance quand on peut faire autrement. Voilà. Alors, je ne blâme pas les médecins. Hein. Ils peuvent pas tout faire. Ils peuvent pas s'informer de toutes les nouveautés parce que, en fait, ce thème-là, il est vraiment étudié beaucoup plus précisément ces dernières années, en fait. Hein. Donc, enfin voilà, ils ont tellement de choses à faire, les médecins. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut pas. Enfin, c'est dommage qu'ils n'aient pas plus d'informations, mais on peut comprendre aussi. Voilà. Oui, tout à fait. En tout cas, voilà. Ça permet en fait de montrer également que ton accompagnement joue également sur la prévention pour ces problèmes. Ah oui, oui. Et on arrive doucement à la fin de cette interview. Si des personnes souhaitent te contacter, elles peuvent faire comment? Alors, d'abord, il y a mon site internet, www.elisebusser.fr. Là, on peut trouver sur le formulaire de contact, on m'envoie donc un mail par ce biais-là, ou mon numéro de téléphone est là, accessible aussi. Voilà, donc c'est assez facile de me contacter comme ça. D'accord. Et puis, voilà. En tout cas, je mettrai le lien directement vers ton site. Voilà. Et dernière question avant de partir. Alors ça, c'est la question que je pose dans toutes mes interviews, c'est quelle phrase te garde motivée au quotidien? Alors moi, j'ai une phrase qui revient souvent. Alors malheureusement, je n'ai plus en tête de qui elle est, mais comme je suis formée à la communication non violente, dans les besoins ou dans les aspirations essentielles qu'on rencontre en pratiquant la communication non violente, il y a notamment la paix et la joie. Et moi, j'aime sentir en fait ces deux états d'être en moi. Et j'aime bien que ça transparaisse en fait dans toutes mes activités. Et donc, la phrase proprement dite, c'est la paix est, EST, la joie au repos, et la joie est, EST, la paix en mouvement. Oh, dis donc. Redis-la. Oui. Alors, on peut la dire aussi dans l'autre sens. La joie, c'est la paix en mouvement. Et la paix, c'est de la joie au repos. Ah voilà, tu l'as intégré, c'est bon. C'est très joli. Ah, c'est très joli. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour déjà cette phrase et puis pour tous les partages, les éclaircissements que tu as mis autour de ces mots d'analyse de pratique professionnelle. Voilà, on arrive à la fin du podcast. En tout cas, merci pour ce moment partagé et puis ça m'a permis de mieux te connaître et de mieux connaître tes activités et donc tout ce que tu fais pour les équipes et pour qu'elles aillent mieux au travail. Donc, merci à toi. Et merci à toi pour justement toutes les questions qui m'ont permis de clarifier ma pratique. Voilà, c'était un apport commun. Voilà. Oui, volontiers. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je te souhaite en tout cas une très belle fin de journée et puis je te dis à très vite. Merci. À toi aussi, à bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.